never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bonjour, alors dans la continuité de mes petits développements dans le domaine de la sonorisation, je vais vous présenter mon dernier bébé, toujours basé sur la transmission de données audio numériques sur Ethernet. Alors voici un premier boîtier, dit boîtier émetteur, avec ici en face avant un connecteur Toslink pour recevoir une fibre optique, 2 ports Ethernet, une LED d'état du système et le tout est alimenté directement en 230 volts. La mise en œuvre du système qui va suivre ne nécessite qu'un seul boîtier émetteur. Voici maintenant un second boîtier, dit boîtier récepteur. Alors là, bien sûr, on en a 2 superposés. Le système peut nécessiter plusieurs boîtiers, un nombre quelconque de ces boîtiers récepteurs. En face arrière, eh bien, nous avons 2 embases XLR pour 2 sorties audio analogiques. En face avant, eh bien, une alimentation toujours directe en 230 volts, 2 ports Ethernet, une LED d'état du système et ici 2 LED qui visualisent l'état des sorties analogiques. On a aussi ici une petite ouverture pour recevoir les ordres de configuration d'une petite télécommande infrarouge. Alors afin de mieux cerner le système, voici un exemple de mise en œuvre parmi bien d'autres possibles. Cas typique, on démarre d'une console numérique, par exemple une bonne vieille 01V96 de chez Yamaha, console sympa à condition de savoir entretenir ses faders. Ce type de console présente des fonctionnalités de routage qui, entre autres, sur une de ses sorties optiques ADAT, va permettre d'envoyer jusqu'à 8 messages audio différents. À noter que le système est conçu uniquement pour exploiter une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz et des échantillons audio de 24 bits. Donc ce flux optique ADAT est envoyé ici sur l'émetteur et ensuite l'émetteur renvoie l'ensemble sur exactement de façon identique sur 2 ports Ethernet. Repartons de ce port Ethernet droit pour arriver sur un premier récepteur. À noter qu'au niveau d'un récepteur, on entre systématiquement par le port de droite et on ressort systématiquement par le port de gauche. Ce premier récepteur va par exemple servir à alimenter une diffusion de façade, illustré ici avec un ampli et 2 enceintes. L'enceinte de gauche va utiliser la voie 1 de la DAT, l'enceinte de droite la voie 2 de la DAT. On continue, on repart vers, pourquoi pas, un switch, si la topologie des lieux l'impose. L'expérience a montré que l'usage d'un switch ne cause pas de problème, y compris cascader plusieurs switches. On repart de ce switch vers encore un autre récepteur pour, par exemple, avec une enceinte, diffuser la façade à un autre endroit, avec cette fois la possibilité d'utiliser une seule sortie analogique sur laquelle on va envoyer la somme de la voie 1 ADAT et de la voie 2, une atténuation de 6 dB étant appliquée avant cette sommation, afin d'éviter tout phénomène de saturation. En conséquence, avec cette atténuation qui est effectuée logiciellement par décalage binaire, la conversion numérique analogique finale est faite sur 23 bits au lieu de 24. On peut repartir encore une fois vers une autre enceinte qui va diffuser la même chose. Ici, on voit un port Ethernet de libre pour alimenter encore d'autres récepteurs. Le nombre de récepteurs est illimité. Par contre, on est quand même limité à 8 messages audio différents à cause ici de la DAT. On revient sur le switch pour repartir à nouveau vers un autre récepteur sur lequel on va utiliser une seule sortie analogique pour, avec la voie 3 de la DAT, alimenter un subwoofer.
On repart vers un autre récepteur pour des retours de scène à partir de la voie 4 et de la voie 5 de la DAT. Encore vers un autre récepteur pour un autre retour de scène avec la voie 6 de la DAT. Un autre récepteur pour un autre et un dernier retour de scène pour la voie 7 de la DAT. Et ici, on peut repartir vers d'autres récepteurs. Revenons sur l'émetteur, sur l'autre port, le port de gauche qui, via encore un récepteur, va permettre d'alimenter un ampli de ligne 70-100 volts pour alimenter des projecteurs de son dans le cadre d'une diffusion sur un grand espace extérieur par exemple. Au niveau des câbles Ethernet, eh bien les ports, les contrôleurs utilisés n'étant pas auto MDI, MDI-X, je ne sais plus comment cela est libellé, il faut entre l'émetteur et un récepteur ou entre directement deux récepteurs utiliser systématiquement un câble croisé ou encore un bout de câble, un coupleur qui croise et ici un câble droit. Par contre, si un switch est utilisé, dans ce cas, on peut utiliser directement des câbles droits. La télécommande ici est utilisée pour, au niveau de chaque récepteur, sélectionner la voie ADAT envoyée sur chaque sortie analogique. Également pour cet usage-ci, sélectionner les deux voies qui vont être sommées. Et aussi, la télécommande permet de mettre une voie analogique en mute ou les deux voies analogiques en mute. Quelques d'autres informations. La transmission se fait uniquement en MAC brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse IP dans l'affaire, et donc bien sûr encore moins du DP et de TCP. Cela en raison de la latence qui doit être la plus petite possible. Et cette latence mesurée, eh bien, entre ce qui rentre ici au niveau de la DAT et ce qui sort au niveau analogique sur le premier récepteur, eh bien, ça nous fait une latence inférieure à 2,5 millisecondes. Par contre, il faut ajouter 500 microsecondes pour chaque saut sur un récepteur. Le débit Ethernet doit impérativement être constant. Et donc il est de 24, donc chaque échantillon audio fait 24 bits, 48 000 échantillons par seconde avec la fréquence d'échantillonnage, ce qui fait 24 fois 48 000 donc, bits par seconde pour une voix fois 8, et donc ça nous fait un ensemble, un débit constant nécessaire de 9,2 mégabits par seconde. À noter que le système fonctionne sur un réseau informatique déjà installé sur une structure ou un établissement, mais que cela peut être dangereux car il peut y avoir des pertes de trame ou des ralentissements, ce qui sur les sorties analogiques peut provoquer des artefacts audio qui peuvent être nuisibles pour le matériel et dangereux pour les oreilles. En conséquence, il vaut mieux que l'installation soit faite avec un réseau complètement indépendant et isolé. Alors passons tout de suite au schéma électronique en commençant par celui de l'émetteur. Au cœur de ce schéma, on retrouve un Raspberry Pi Pico 2 avec son sensationnel microcontrôleur RP2350. Autour, on retrouve les deux ports Ethernet à base de contrôleurs Wiznet W5500. Ces deux contrôleurs sont en liaison SPI avec le microcontrôleur RP2350. Ensuite, le signal optique ADAT est appliqué sur ce petit module qui en donne immédiatement une succession d'états logiques électriques. Alors il faut savoir que le signal ADAT est encodé NRZI, c'est-à-dire que la transmission d'un 1 logique est marquée par un changement d'état et la transmission d'un 0 logique est marquée par un état stable. Toutefois, le logiciel embarqué dans le au niveau du Raspberry Pi Pico
a besoin d'états stables à la fois pour les 1 logiques et pour les 0 logiques. C'est-à-dire on a besoin au final d'un encodage de type NRZ, tel que l'illustre ici cette représentation de source Wikipédia. Donc voilà, état stable pendant un 1 logique, état haut, et état stable pendant des 0 logiques, état bas. Petit détail, ce sont simplement des captures d'images faites sur Wikipédia. Il n'y a aucune corrélation entre ce graphe-là et ce graphe-là. Donc on revient un petit peu par ici. Donc ici on retrouve le codage, on retrouve les successions binaires de la DAT au niveau électrique. Un petit détail, en fait, par rapport à ce qui est dans la réalité sur le plan électrique, le 0 ici serait plutôt à ce niveau-là, et au maximum ici, les états 1 sont à 3 volts 3. Immédiatement, on retrouve sur le chemin un petit circuit intégré qui intègre uniquement un trigger de Schmitt afin d'éviter toute instabilité lors des changements d'état. Et la structure qui arrive ici, voilà, ça a uniquement pour but de convertir, de passer de l'encodage NRZI à l'encodage NRZ. Alors on retrouve de bons vieux circuits logiques, c'est-à-dire 2 boîtiers, un qui intègre deux bascules D, et donc un 74 LVX74, oui LVX parce que ce sont les versions adaptées au 3 volts 3, et on retrouve un deuxième boîtier, un bon vieux 74 LVX00 qui intègre 4 fonctions NAND. Et donc ici, voici le fonctionnement de ce convertisseur en quelque sorte. On va retrouver sur chaque bascule D un 1 logique. Alors sur la bascule D du bas, on va retrouver un 1 logique, c'est-à-dire la copie du 3 volts 3 qui est ici sur sa sortie, lors d'une transition, lors d'un front descendant du signal NRZI. Et sur cette sortie logique ici, on va retrouver un 1 logique, c'est-à-dire la copie donc du 3 volts 3 qui est ici, sur cette sortie, lors d'un front montant du signal NRZI. Toujours est-il que, donc ici, cette fonction logique est simplement, la NAND est utilisée en simple fonction NAND. Et ensuite ici, grâce notamment à l'universalité de la fonction NAND, ces 3 fonctions NAND constituent un 0 logique. C'est-à-dire que le 1 qui est ici ou le 1 qui est ici, se retrouve ici. Et donc sur cette sortie ici de cette dernière fonction NAND, j'ai le signal ADAT au format NRZ qui est envoyé directement ici sur une entrée du microcontrôleur. Un détail aussi, c'est très important, dès que le logiciel a détecté un 1 logique, grâce au signal ici en sortie du microcontrôleur, on réinitialise les bascules D, c'est-à-dire on remet leur sortie Q à 0, de telle façon à pouvoir détecter des états logiques 0. Ensuite, pour terminer, un petit détail, faut quand même savoir qu'une trame ADAT, je vais la détailler un petit peu plus par la suite, mais est constituée de 256 bits, ce qui fait que lorsque on utilise une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, ça nous fait un temps bit pas très long, et donc ça veut dire que le logiciel doit être réactif, temps bit de l'ordre de 81,4 nanosecondes. Le tout est alimenté directement depuis le 330 volts grâce à une petite alime à découpage qui nous délivre au final 5 volts. Non, pas 330 volts, mais plutôt bien sûr 230 volts. De même que je me rends compte que j'ai dit que ces 3 fonctions NAND constituaient un 0 logique, ça ne veut pas dire grand-chose. Je voulais dire bien sûr qu'elles constituaient, agencées ainsi, une fonction ou logique. Enfin, pour terminer, je voudrais dire que
Il est vrai que cette conversion NRZI vers NRZ aurait pu être faite peut-être logiciellement au sein de machines Pio du RP2350. J'avoue que j'ai essayé, notamment avec deux machines Pio qui communiquent entre elles, mais notamment en raison du temps bit de 81,4 nanosecondes, qui laisse pas beaucoup de temps de traitement, je n'ai pas trouvé de solution suffisamment fiable. C'est pour ça que je me suis rabattu sur cette petite structure hardware. Alors tant qu'on y est, retrouvons les composants du schéma ici sur la carte. Alors on a le Raspberry Pi Pico 2 qui vaut moins de 10 €. Ensuite, contrôleur Ethernet à base de W5500 qui vaut également moins de 10 €. Le connecteur Toslink qui permet de passer de l'optique à l'électrique qui vaut effectivement... je pense à un petit peu moins de 5 €. Ici on a le 74 LVX00 qui vaut à peu près 40 centimes. En dessous, parce qu'il y a également quelques composants en dessous, notamment le trigger de Schmitt et le boîtier contenant les deux bascules D, qui vaut également moins de 40 centimes. La lime à découpage, c'est ce qu'il y a de plus cher, mais enfin il vaut mieux, je préfère mettre une bonne alime, donc de chez Traco Power, qui vaut une vingtaine d'euros. Le fusible ici électronique. À noter que oui, j'utilise le 3V3 ici pour alimenter les contrôleurs Ethernet et pour cela j'utilise le 3V3 généré par le régulateur à découpage de la carte Raspberry Pi Pico. Et donc finalement je n'utilise pas ce que j'avais prévu à l'origine, un régulateur de tension 3V3. Le régulateur intégré au Pico 2 fonctionne parfaitement et ne chauffe pas. Oui, j'avais prévu éventuellement, si c'était nécessaire, si jamais je revenais sur certaines choses du développement, un oscillateur, mais encore une fois cela n'est pas utilisé. Les petits composants CMS classiques, les dipôles, condensateurs, résistances, sont au format 1206. Oui, ça fait un petit peu moche, mais bon, c'est important. C'est du silicone sur l'entrée 230 volts, de telle façon à éviter tout problème. Il y a également la même chose de l'autre côté de la carte. Alors passons maintenant au schéma d'un récepteur avec toujours au cœur un Raspberry Pi Pico 2 à base de RP2350. Ensuite autour on voit les contrôleurs Ethernet à base de modules WIZnet W5500 en liaison SPI avec le RP2350. Ensuite, on passe au DAC, au convertisseur numérique analogique en liaison I2S avec le microcontrôleur. Alors l'I2S impose l'usage d'horloges dont les fréquences doivent impérativement respecter les fréquences standards de l'audio numérique. C'est pour cela que l'on utilise ici un oscillateur à 24,576 MHz, oscillateur que l'on retrouve dans beaucoup de systèmes audio numériques. Grâce à des machines Pio et des divisions successives par 2, on retrouve la fréquence M-Clock qui est donc de 24,576 MHz divisé par 2, M-Clock donc dont a besoin le DAC. Ensuite, on retrouve également une horloge BitClock qui est donc le 24,576 MHz divisé par 8. Et on retrouve également l'horloge d'échantillonnage à 48 kHz, l'horloge Left-Right Clock. Oui, le DAC est à l'origine fait pour un système stéréo, mais dans le cas présent, il est utilisé pour les canaux ADAT. Ça ne change pas grand-chose. Et donc, cette fréquence LRCLK doit être impérativement et précisément à être à 48 kHz, ce qui se fait par 24,576 MHz divisé par, je pense, 1024.
toujours par des divisions successives par 2, c'est-à-dire des décalages binaires vers la droite. Ensuite, après le DAC, on passe du côté analogique avec ici un filtre passe-bas préconisé par le fabricant du DAC à une fréquence de coupure, on a moins 3 dB à 72 kHz. J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt de ce filtre. Le fabricant conseille de le mettre, notamment dans le cadre derrière d'usage d'ampli large bande. Mais bon, en audio, 72 kHz, je ne sais pas trop ce que cela signifie. Ensuite, en audio analogique. Ensuite, ici, chaque sortie du DAC est envoyée sur un ampli différentiel, un DRV 134 composant donc de chez Burbron, de telle façon à avoir 2 sorties symétriques qui sont nécessaires en sonorisation, notamment pour éliminer les bruits électriques induits sur les grandes longueurs de câbles. Ensuite, passons à l'alimentation. On démarre de 230 volts, une petite alim à découpage qui va nous délivrer 9 volts. Alors ce 9 volts va être utile pour la partie analogique du DAC et va être également repris ici par un petit module qui va un petit module miracle qui va nous sortir une tension symétrique de plus 15 volts, moins 15 volts pour alimenter les amplis différentiels qui se trouvent ici. On voit également aussi l'œil infrarouge, pour la télécommande, qui est calé sur une fréquence porteuse de 38 kHz. Le signal électrique correspondant est envoyé directement sur le microcontrôleur, sur l'entrée TCDE, quelque part ici. Voilà. Je pense que c'est terminé pour ce schéma d'un récepteur. Ah non, j'ai encore oublié de parler de ce transistor MOS ici, préconisé par Raspberry, qui permet de couper une alimentation externe du Pico 2 lorsque celui-ci est raccordé en USB sur un PC. Dernière chose aussi, ici on voit un bornier pour deux éventuels boutons poussoirs pour des fonctionnalités quelconques qui peut-être seront mises en œuvre un jour ou pas. À noter ici éventuellement 2 résistances de rappel si on ne fait pas appel à celles intégrées déjà dans le RP2350. La carte est donc un peu plus fournie que celle de l'émetteur. On retrouve le Pico 2, les contrôleurs Ethernet, ensuite le convertisseur, le DAC, convertisseur numérique analogique. Ah oui, je ne l'avais pas dit ça, mais les condensateurs de liaison, je préfère qu'ils soient non polarisés pour éviter tout problème suite aux diverses tensions de polarisation qu'il peut y avoir de part et d'autre. Ensuite, l'oscillateur à 24 mégas 576, l'œil infrarouge ici, l'alimentation. Ah, ça c'est le petit convertisseur de tension qui permet à partir de 9 volts fournis directement par la lime à découpage Traco Power qui est ici, qui permet à partir de ce 9 volts d'obtenir la tension symétrique plus 15 volts, moins 15 volts pour alimenter ici les 2 amplis différentiels. Régulateur de tension 5 volts. Oui, donc la chaîne c'est 9 volts pour lui sa partie analogique et puis pour ensuite alimenter les amplis différentiels via ici ce module de conversion de tension. À partir de ce 9 volts est transformé également en 5 volts pour alimenter le Pico 2. Oui, parce que le Pico 2, je ne l'avais pas dit lors de la présentation de la carte de l'émetteur, mais est alimenté en 5 volts. Et puis après, on reprend le 3 volts 3, encore une fois généré ici par le régulateur à découpage intégré au Pico 2 pour alimenter la partie numérique du DAC, l'œil infrarouge et également les 2 contrôleurs Ethernet.
Ici on retrouve les partiellement coupés, mais ce sont les deux embases XLR mâles de marque Neutric. Il y a quelques composants de l'autre côté de la carte, mais ça reste des petits dipôles CMS, toujours au format 1206. A noter que la fabrication des cartes est sous-traitée chez JLC PCB en Chine. Le petit module ici, 9 volts vers plus ou moins 15 volts, vaut moins, je pense, de 5 €. Les amplis différentiels par contre sont assez chers et coûtent un petit peu moins de 6 € pièce hors taxe. Alors concentrons-nous maintenant sur l'architecture logicielle de l'émetteur à base de microcontrôleur RP2350. En fait, cette architecture est en deux grandes parties. Une partie dite dans l'espace PIO, l'autre partie dans l'espace général du système où le traitement est effectué par les deux processeurs centraux. Avec entre les deux une zone commune constituée d'un buffer RAM de 768 octets. Revenons un petit peu sur cet espace PIO. En fait, le 2350 possède trois espaces PIO, dont voici la représentation d'un de ces espaces. Les blocs PIO, attention, ce n'est pas à confondre avec les GPIO, qui sont les lignes d'entrée-sortie physique du microcontrôleur. Même si, donc, comme on peut le voir déjà ici sur ce schéma, les deux notions sont très étroitement liées. Les PIO, alors, c'est vraiment une des forces du RP2350. Eh bien, les PIO permettent d'effectuer logiciellement des traitements d'entrée-sortie, notamment générer et échantillonner des signaux à des fréquences à des vitesses et à des fréquences relativement élevées, là où autrefois il y aurait forcément eu nécessité d'utiliser des CPLD, voire éventuellement, mais enfin là c'est une autre catégorie, des FPGA avec un hardware défini en VHDL par exemple. Alors certes, le système a ses limites en matière de vitesse de traitement. Je me permets de penser que dans le cas présent, pour le décodage ADAT avec un temps bit de 81 nanosecondes, je prétends que ces limites commencent à être approchées. Alors, les PIO, un bloc PIO est constitué de 4 machines à état, on va dire 4 sous-processeurs, qui se programme exclusivement en assembleur avec un jeu d'instructions constitué de 9 ou 10 instructions. Je ne sais plus exactement combien, sachant qu'une instruction est exécutée avec un processeur cadencé à 150 MHz. Une instruction est exécutée en 6,7 nanosecondes. Attention, toutefois, les 4 processeurs les programmes des 4 processeurs ne peut pas excéder une zone mémoire commune de 32 instructions, et j'ai envie de dire seulement. À noter que pour chaque processeur, eh bien en fait, il y a deux FIFO dédiés. Une dans le sens bus général du système vers le processeur et vers le sous-processeur en vue au final d'envoyer des données vers l'extérieur par le biais des GPIO configurés en sortie, et un autre buffer, une autre FIFO, donc qui permet cette fois via la machine à état, via le sous-processeur, eh bien d'envoyer des données vers le bus général du système, données provenant de lignes physiques GPIO configurées en entrée. Après, voilà ce que je peux dire. Il y a encore énormément de choses à dire sur les PIO. Je répète, c'est vraiment une grande force du RP2350. Le mieux est de consulter la documentation pour en savoir plus. Alors revenons maintenant à notre architecture logicielle de notre émetteur. Donc on a le flux ADAT
Et donc on a une machine Pio qui décode la trame, chaque trame ADAT pour en extraire ce que l'on va appeler les données utiles. Alors les données utiles, ce sont des successions de 192 bits. Ces 192 bits contiennent 8 échantillons audio de 24 bits chacun, reçus donc de l'ADAT tous les 20,83 microsecondes avec une fréquence d'échantillonnage donc de 48 kHz. Donc ces données utiles entrent donc dans la FIFO du sous-processeur de la machine PIO en question, FIFO constituée de 4 mots de 32 bits. Et en sortie de cette FIFO, on fait appel encore à une des grandes forces donc du RP2350 qui sont ces canaux DMA. On va utiliser ici 2 de ces canaux DMA. Alors le DMA, ce n'est pas nouveau, c'est un mécanisme qui est maintenant très ancien et qui permet de faire des transferts de données donc à grande vitesse entre des zones mémoire ou entre un périphérique et des zones mémoire ou le sens inverse. Et tout cela sans utiliser un quelconque processeur. Le système est complètement autonome. À noter que sur le 2350, un canal DMA transfère un mot de 32 bits de la FIFO vers le buffer en 6,7 nanosecondes, soit un cycle machine avec, je rappelle, le RP2350 du Pico 2 cadencé à 150 MHz. Le 6,7 étant l'inverse de ce 150 MHz. Donc le système fonctionne ainsi, c'est-à-dire que pendant que ici on remplit la partie basse du buffer avec les données en provenance de l'ADAT, eh bien on va émettre vers les ports Ethernet la partie haute du buffer et vice versa. Voilà. L'émission buffer vers les 2 ports Ethernet est effectuée par le Core 0 et l'ensemble est programmé en langage C. À noter que certes le RP2350 peut utiliser Python, mais dans le cas présent, la vitesse de traitement possible n'aurait pas été suffisante, notamment en raison de l'interprétation Python. Alors passons maintenant à l'architecture logicielle d'un récepteur, toujours en 2 parties. Une partie traitée par le Core 0 et une partie dans l'espace PIO avec en zone commune un buffer RAM de 256 octets. Alors les successions de 192 bits ou plus précisément de 24 octets en provenance du port Ethernet droit sont aussitôt réémises vers le port Ethernet gauche en vue d'alimenter le récepteur suivant. Au sein de ces 24 octets et en fonction de ce qui a été choisi comme canal ADAT pour chaque sortie de ce récepteur, eh bien on va extraire 2 fois 3 octets qui vont alimenter le buffer. Alors ici on retrouve le même mode de fonctionnement que pour l'émetteur, c'est-à-dire que pendant que depuis l'Ethernet on remplit la partie basse du buffer, eh bien via le canal DMA on va ici depuis la partie haute du buffer alimenter cette FIFO. Alors les machines Pio ici ont pour rôle de générer les signaux I2S indispensables au DAC de sortie. Alors on part de l'oscillateur à 24 mégas 576 présenté sur le schéma électronique. À partir de ce signal, une première machine va générer l'horloge master clock et l'horloge bit clock. On récupère l'horloge bit clock pour générer l'horloge left right clock, qui est d'ailleurs à la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. Ces 3 horloges sont indispensables au fonctionnement du DAC. Ensuite, avec le signal bit clock et avec le signal LR-CLK, eh bien, on va cadencer l'envoi des données audio-numériques sur le DAC.
À noter une machine supplémentaire pour décoder les trames en provenance de la télécommande et qui sont au format NEC. Là, le programme est issu de la communauté Raspberry Pi Pico et a été adapté pour la situation. Via une FIFO qui n'est pas représentée, ces données vont être traitées par le Core 1. Le Core 1, parlons-en, il a pour rôle essentiel d'assurer une supervision. Alors, le traitement qu'il effectue est le suivant. Il s'occupe de la LED d'état du système, c'est-à-dire que cette LED va être verte quand il y a bien les données en provenance du réseau, rouge dans le cas contraire. Cette LED va s'éteindre un court instant lorsque on va recevoir une touche de la télécommande. Ensuite, le Core 1 gère les LED d'état de chaque canal analogique, même si là, dans le cas présent, le traitement est numérique. Donc, la LED d'un canal va être verte quand il y a présence signal audio. Elle va être rouge quand on approche le 0 dBFS, c'est-à-dire quand on approche une saturation. Et elle va être en vert clignotant lorsque le canal correspondant est mis à mute. À noter qu'en cas de détection de 0 dBFS, la sortie du canal correspondant est coupée pendant 100 millisecondes pour protéger la chaîne audio qui suit. Effectivement, cela permet d'éviter d'abîmer les enceintes et surtout d'abîmer les oreilles. À noter que si pendant ces 100 millisecondes une nouvelle saturation se représente, eh bien le système est à nouveau coupé pour 100 nouvelles millisecondes. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je ferai dans les jours qui suivent un dépôt sur GitHub de tout ce qui est logiciel, après avoir pris le temps de nettoyer et de mettre en forme les fichiers sources. Au revoir et peut-être à bientôt. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.